Qui vient ce soir? Nous sommes avec Virginie Coupry-Eiffel pour ce nouveau Jump Live. Virginie Coupry-Eiffel, organisatrice de concours, éleveuse de chevaux, qui organise le Longines Paris-Eiffel Jumping chaque année. Voilà. Voilà, coucou, Oh, bonsoir. me voilà, bonsoir. Comment vas-tu? Très On bien, va. merci. Je suis très Ouais. heureuse d'être avec toi et avec vous tous. Eh ben, merci beaucoup. On est honoré de ta présence. Bon, le cadre semble idyllique en plus derrière. Comment vas-tu et où passes-tu ce confinement tout d'abord? Ah ben, moi, j'ai beaucoup de chance. Mon équipe et moi-même, on est confinés à Château-Bacon. Donc, on est au milieu de la nature et au milieu des chevaux. Et donc, on est évidemment très heureux et on a beaucoup de chance et on pense à ceux qui sont confinés dans des petits appartements. Oui, Donc, qui peuvent s'échapper par la lecture et aussi grâce à vous. c'est vrai qu'on va y revenir, mais tu es très sensible à tout ce qui est culturel, artistique, et c'est un peu aussi ce qui façonne tout ce que tu construis au niveau événementiel. On y reviendra. Je Oui? vois qu'il y a beaucoup de monde. Ils sont très, très contents de ta présence. Donc, tu disais que tu es avec ton équipe. Pardon, tu veux Non, non, régler? non. Je suis avec vous, je suis avec vous. Tu disais que tu étais entouré de ton équipe. Justement, une équipe de quoi? Quelle est finalement quelles sont tes différentes casquettes, pardon, actuellement? Alors, j'ai une partie de l'équipe de Château-Vacon qui est là, puisqu'ils habitent sur place. Et même si on a une équipe un peu plus réduite que d'habitude, ben je remplace ceux qui sont pas là. Donc, ça me permet de vivre au quotidien avec eux dans l'écurie et avec les chevaux. Et puis, il y a une petite partie du Longines Paris-Eiffel Jumping, deux jeunes filles qui sont confinées avec nous, Pauline et Andrea, et les autres qui sont en télétravail. Donc, on fait une partie où on monte à cheval, on s'occupe de la propriété, des prairies, parce que c'est aussi la période de l'élevage, une période intensive où les petits poulains arrivent, une période joyeuse, je dirais à contre-courant avec notre époque, et puis et les poulinières qu'il va falloir remplir à nouveau, choisir des nouveaux étalons, continuer l'apprentissage des jeunes chevaux, garder les chevaux de sport en semi-travail, c'est-à-dire qu'on profite de ce temps mort pour travailler sur le plat. On a installé sur la carrière une petite carrière de dressage. On fait beaucoup de mécanismes. On s'inspire de tout ce qu'on voit aussi sur Instagram, les petits entraînements de Marcus Henning pour certains, d'autres cavaliers français qui nous inspirent. Et puis nous aussi, on essaie d'être source d'inspiration, de distraction pour ceux qui n'ont pas le bonheur de pouvoir aller monter à cheval ou de pouvoir aller dans la nature. Donc, les chevaux que toute l'équipe travaille sont les chevaux du château Bacon que vous faites naître et qui sont finalement destinés au commerce. C'est une autre partie de tes activités. Absolument, l'idée c'est de d'élever ces chevaux au milieu de la nature avec des vraies bases et qui vont être destinés avec plusieurs chemins différents, suivant que ce soit des chevaux pour des amateurs, des chevaux vraiment pour des professionnels qui ont des qualités qui peuvent aller sauter des grosses épreuves. Donc chacun, et on entend les chiens, on est vraiment au bord de la carrière et on vit avec les chiens aussi, donc vous les entendez. Et, euh, et donc, suivant leur potentiel, on essaie de les accompagner pour les mettre en valeur et que chacun trouve son bonheur, que les chevaux trouvent leur bonheur et que les cavaliers trouvent leur bonheur. C'est vrai que cette partie de tes activités n'était peut-être pas exploitée autant que cette période. Elle te permet justement de lever le pied sur d'autres choses et de retourner à l'essentiel qui est l'élevage, comme tu nous Oui, l'as dit. l'essentiel qui est l'élevage, l'essentiel qui est de vivre dans la nature. Et c'est la nature aujourd'hui qui reprend ses droits. On entend les oiseaux, on voit cette période qui est merveilleuse, qui est le printemps, la période de la reproduction. C'est vrai que c'est un confinement qui est un émerveillement parce que j'ai jamais assez de temps pour être ici. Et là, je vois toute la nature qui s'éveille. C'est un spectacle. Chaque jour, c'est un émerveillement à la fois les fleurs, les arbres, l'herbe qui pousse dans les prés. Et c'est super important parce que moi, j'ai besoin d'herbe pour mes chevaux. Donc, et puis, vivre au quotidien
avec l'équipe, c'est aussi formidable. C'est vivre au milieu de son équipe avec ses chevaux. J'ai une équipe merveilleuse, composée beaucoup de femmes. Et donc, pour moi vraiment une expérience formidable que j'aurais jamais pu faire sans ce confinement. Finalement, c'est ça qu'on peut se dire aussi, je sais que c'est difficile et nous, on est complètement à part quand on est dans un cadre avec des chevaux et la nature, mais que ce confinement peut servir à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites finalement et de prendre le temps de réfléchir à soi, de réfléchir au cours de la vie, mais aussi d'une certaine façon et d'une autre façon de partager avec ses proches et même si on est loin, essayer de partager ses lectures, ses pensées, les films, essayer d'avoir d'autres façons d'utiliser son temps. C'est vrai que c'est revenu dans beaucoup des interventions des invités qu'on a eu précédemment, l'arrêt du temps, ou en tout cas l'arrêt de cet engrenage infernal qui nous force, qui nous pousse toujours à faire et à être dans l'action, mais non plus dans la réflexion. C'est vrai qu'on imagine que c'est pour, pour, euh, pour les gens qui sont à la campagne, ou en tout cas qui n'ont pas aussi de problèmes liés au virus, un moment qui ne peut que nous enrichir et repartir ensuite. Christophe Hameux nous disait que ça allait redéfinir un petit peu le business à proprement parler, parce qu'on voit bien que tout est assez vulnérable, ça tient, c'est assez instable. Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Oui, moi j'ai toujours pensé que tout était à refaire chaque jour et notre sport nous l'apprend. Euh, donc, bien sûr que j'espère qu'on va apprendre de cette période. Parfois, l'homme oublie tellement vite, c'est ça qui me fait peur. Bien sûr que les choses, les malheurs sont là et donc ça, il faut pas l'oublier. Mais tout ce que l'apprentissage de prendre le temps, de se dire qu'il y a d'autres façons d'être heureux que de courir, que de voyager à outrance, que de partir tout le temps et de bouger. C'est vrai que je pense que les événements vont avoir un autre goût, que tout va avoir un autre goût. On se rend pas compte de ce qu'on a souvent et on ne sait pas apprécier les choses. Donc là, tout va retrouver une saveur exceptionnelle, je pense. Et pour ce qui est du business, j'espère qu'on va apprendre aussi de, de cette période et qu'on va avoir une autre façon de consommer, une autre façon de travailler. Et c'est ça qu'il faut apprendre finalement. C'est continuer à entreprendre, continuer à faire les choses, continuer. La vie continue. Les gens ont envie de vivre. Ça, et nous avons envie de vivre. Nous avons envie de monter à cheval. On a envie d'aller dans des événements. On a envie d'aller dans des restaurants. Mais il faudra le faire autrement, je pense, et en ayant une vraie conscience des choses, et des bonnes choses comme des mauvaises d'ailleurs. Donc ça permet de nous poser, de penser, de réfléchir et plus de courir. C'est une course effrénée. On était dans un monde avec une course vraiment effrénée et j'en faisais partie. Donc le temps s'arrête, s'ennuyer, réfléchir, c'est bon aussi. Emmanuel Macron annoncera très certainement ce soir la poursuite de ce confinement, et peut-être une stratégie de déconfinement qui mettrait en péril des activités diverses l'été. Qu'en est-il pour vous du Paris Eiffel Jumping? Est-ce que vous êtes un peu encore dans le flou? Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, moi, je pense, j'ai demandé de repousser fin août, d'avoir une date à la FEI fin août, qui serait le dernier week-end d'août, parce que je pense que vraiment début juillet, c'est trop tôt. Je suis prête à m'adapter. C'est ce que nous a appris aussi cette période, c'est savoir s'adapter, euh, être solidaire aussi, savoir partager. J'espère que justement la FEI et les autres organisateurs d'événements laisseront la place à tous ceux qui veulent maintenir leur événement, parce que croyez-moi, c'est compliqué de maintenir son événement, c'est compliqué financièrement, c'est compliqué pour l'organiser, c'est compliqué pour motiver ses équipes,
compliqué pour tout le monde, mais je pense qu'il y a une vraie demande. Va y avoir une demande de cavaliers qui auront vraiment besoin de sauter, de sortir leurs chevaux, des spectateurs qui auront envie de venir, des entreprises qui auront besoin de communiquer. Donc je pense que plus il y aura d'événements, mieux ce sera. Et j'espère que la FEI, j'espère que les organisateurs vont être solidaires et vont pousser tous ceux qui veulent organiser des concours à ce que ça soit possible. Je pense pas forcément à moi ou au concours 5 étoiles. Je pense aussi au concours de club. Je pense aussi aux petits concours. Les gens vont avoir envie de sortir. Il va y avoir une demande terrible. Pour répondre à cette demande, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui organise ces événements. Et j'espère vraiment, parce que ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir des reports et donc il va y avoir des clashs, des concours qui vont être en face des autres. J'essaie de parler avec les organisateurs, j'essaie de les appeler et j'espère vraiment qu'il va y avoir de la solidarité. Nous manquons et c'est extrêmement important pour moi. Là, cette solidarité, le dialogue entre les hommes et s'aider plutôt qu'être tout le temps concurrent. Penser concurrence. J'aimerais qu'on pense globalement et on est tous pour que la filière équestre reprenne et puis tout le monde puisse en profiter. Il faut qu'il y ait des événements et il faut que laisser faire ces gens qui ont le courage de se lancer dans cette aventure que d'organiser et d'entreprendre. C'est vrai que depuis le début de ce confinement, on essaye de faire parler un maximum d'acteurs à travers ce Jump Live tous les soirs. On a eu notamment Caroline Di Stefano de la laiterie de Montaigu qui a tenu exactement les mêmes propos en disant nous, en tant que marque, on sera forcément déstabilisé et mis à mal par ce virus, mais on sera d'autant plus là auprès des organisateurs, auprès de tous les événements possibles pour, pour être solidaire et penser bien au-dessus de nous finalement. C'est le message. Absolument. Ouais, je connais très bien Caroline et je la reconnais bien là puisqu'on a travaillé souvent ensemble et c'est aussi une merveilleuse entreprise familiale avec des femmes proche de la nature qui respecte, qui a des vraies valeurs. Je pense que oui, et j'ai demain un bureau fédéral et je pense qu'on va aborder ce sujet-là. La Fédération équestre française est aussi très impliquée pour essayer de soutenir les clubs parce que c'est très difficile pour eux. Pour les petites structures, ça va être difficile. Donc, si on peut les aider en offrant finalement des événements où tous ces clubs ou les affiliés vont pouvoir venir et leur donner envie de continuer à pratiquer l'équitation, de venir voir leurs champions, de participer d'une façon ou d'une autre. On a tout un programme éco-responsable qu'on avait décidé cette année à mettre en place. Donc, je pense que les valeurs et les événements équestres sont extrêmement importants vont être extrêmement importants dans cette période de déconfinement, même en tant qu'acteur social, ça c'est certain, mais aussi en tant qu'acteur économique, parce que ça va d'une certaine façon relancer ou en tout cas maintenir un peu d'économie dans notre filière. Je vois une question d'Alice qui demande finalement quels sont les critères d'annulation d'un événement quand on voit des fois des événements qui en juin ne sont pas annulés alors que d'autres en juillet ont déjà décidé d'annuler. C'est pour anticiper et se positionner sur d'autres dates avant les autres. Oui, Comment alors ça se là, passe? vous parlez des concours internationaux. Un concours international, il doit passer par la Fédération équestre française pour demander une date qui, elle, va la porter auprès de la Fédération équestre internationale. Puis quand vous reportez votre date, vous êtes forcément en face d'un organisateur qui a déjà une date. Et donc, cet organisateur doit vous accepter en face de lui, ce qui fait une concurrence, c'est certain. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne doit plus être dans ce monde de concurrents, on doit être dans un monde solidaire, on doit s'aider. Et c'est ce que j'espère qui va se passer. Et donc, au mois de juin, les concours internationaux ou début juillet, même, c'est impossible.
moi-même, j'ai attendu le plus longtemps possible. Maintenant, je pense que ça va être pas possible de faire une compétition internationale. Donc, la fédération équestre va porter ça à la FEI et puis on a à attendre la réponse puisque forcément, on va être en phase d'organisateur. Par exemple, Stéphane Conter à Bruxelles ou le concours de Valence avec Sadrif et Gaillère. Donc, ce sont des gens avec lesquels nous allons parler et on va essayer de partager les dates. Je profite qu'on soit sur le Longines Paris Eiffel Jumping. C'est vrai que sur le circuit de Jan Tops, on dit très souvent le Global Champions Tour de Berlin, le Global Champions Tour de Londres, mais on dit le Paris Eiffel Jumping. C'est vraiment, vous avez, on s'est tutoyé, tu as réussi, pardon, à créer une vraie marque et finalement à se détacher quand même du circuit dans lequel vous êtes intégré. Alors, je pense que j'ai à la fois tout le bien de ce circuit du Longines Global Champions Tour, et en même temps, j'ai gardé l'identité. Je pense que la souveraineté des peuples, l'identité d'un peuple, c'est extrêmement important, et c'est ce qui fait l'attrait et l'offre d'un circuit comme le Longines Global Champions Tour. Rome ne peut pas être Paris et Paris ne sera pas Miami ou Mexico. Chacun doit garder son identité. C'est exactement comme à cheval, un cavalier doit respecter l'identité de son cheval. Nous, êtres humains, on doit se respecter, on doit respecter l'identité de l'autre. Et ben, un événement doit représenter sa ville, son pays, et finalement, c'est aussi les valeurs que porte l'organisateur ou que porte l'équipe qui organise. Et pour moi, c'était extrêmement important, oui, je suis une Gauloise, d'avoir cette identité forte au milieu de ce circuit, qui est un circuit international merveilleux, où on peut avoir une exposition internationale, être relié aux plus grandes capitales européennes et américaines, et même, je parle du continent américain, et même du monde entier, puisqu'on est aussi relié à Doha. Donc, il va vraiment dans toutes les plus grandes capitales du monde. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois, on puisse garder son identité et qu'il y ait un vrai voyage, une vraie découverte à chaque événement. C'est vrai que j'ai été vraiment très, très ancrée pour défendre ces valeurs. Tu parles d'identité, ça me fait penser, tu es descendante de Gustave Eiffel, arrière petite-fille, si je ne me trompe pas. Ça, Un événement sur le champ de Mars, devant la Dame de Fer, on pourrait aussi dire finalement que tu es une Dame de Fer, tout est lié. ouais, pourquoi pas, ça me plaît assez. J'ai justement trouvé des propos de ta maman, Florence, qui disait à propos de la Tour Eiffel, regarde là, avec elle, tout est possible. Euh, tu ne pouvais pas installer un concours autre part qu'à ses pieds finalement. Oui, c'est ce que je me suis dit. Parce que ça a été très compliqué. C'était un vrai challenge. Et j'avais une mère formidable, extrêmement positive. Et on se rend compte que d'être positif, c'est tellement merveilleux dans la vie. Et c'est aussi un entraînement. C'est une volonté de voir les choses d'un côté du bon côté. Et elle m'a appris ça. Elle nous a élevés là-dedans. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont appris à être positive. Et quand je vois cette tour Eiffel, c'est ma mère qui me disait ça. Elle me disait, oh, ben, quand je la vois, tout va bien. Et finalement, c'est vrai. C'est un peu bête quand on regarde ça comme ça, mais quand on voit ce que cet homme a fait et contre et envers tous, c'est assez incroyable. Et finalement, oui, quand on est euh, obstiné et qu'on veut vraiment les choses et qu'on sait s'entourer, parce que on ne fait jamais rien seul. C'est ensemble qu'on fait des grandes choses. Et ça encore, je reviens le partage, la solidarité, c'est extrêmement important pour moi. Je ne suis pas une solitaire. J'aime faire les choses avec mon équipe, avec ma famille, ensemble. Ensemble, on est fort. Et je pense que pour moi, c'est encore la concurrence. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Je sens jamais de concurrence. Je me nourris de la force des autres. C'est ce que c'est faire aussi un très bon cavalier, c'est se nourrir de la force de son cheval. C'est pas être contre cette force. C'est cette force qui va vous donner de la force. Ça, c'est ma façon de fonctionner vraiment.
Tu parlais de cet homme en citant Gustave Eiffel. Comment on passe d'une famille dans la construction métallique à un élevage girondin? Comment s'est fait cet amour du cheval finalement? C'est mon père qui était sur cette propriété à Bordeaux et qui a rencontré ma mère, qui était descendante de Gustave Eiffel et qui l'a emmené ici, qui l'a fait labourer avec des chevaux lourds, avec des gros pâtes au gaz, qui a passé sa vie dans les champs. Et on a été élevés comme ça. Donc cet amour, c'est l'amour de la nature. On a vraiment été élevés à labourer avec les semis, à travailler les chevaux. On était dans les champs tout le temps et dans les écuries. Et c'est lui qui nous a donné cet amour-là. C'est l'amour des chevaux, mais c'est l'amour de la nature. C'est l'émerveillement de la nature, ce que je vous disais au début de notre entretien. C'est ça qui est ancré en moi. Et euh, parler aux chevaux, vivre avec les chevaux, c'est bienfaisant. C'est une chance incroyable. Donc ça vient vraiment de mon père qui était un homme de cheval, qui nous parlait tout le temps de la psychologie animale, qui nous disait tout le temps qu'il fallait se mettre à la place du cheval. Et ça m'est resté pour toujours. Donc j'ai été élevée dans cette philosophie-là. Encore une fois, une philosophie d'ouverture et de dialogue. Ta fille, Vanny, suit un peu les traces de son père, Julien Clerc, en s'installant dans la sphère musicale française. Euh, Tu es du coup touché de très près par tout ce milieu musical, culturel. Est-ce que c'est ça aussi qui façonne, qui est rempli de toutes les valeurs positives que tu essayes de nous transmettre et qui façonne justement des événements comme le Longines Paris-Eiffel Jumping? Oui, pour moi, la culture est extrêmement importante. Je lis beaucoup, j'aime beaucoup, même pour les manuels équestres, tout est important. Et dans la lecture, c'est ce que je disais, on peut s'échapper, on peut s'évader, mais on peut apprendre aussi. Même à cheval, lire, c'est extrêmement important. Et j'aime l'art, j'aime le cinéma, j'aime la chanson. Et j'ai la chance aussi d'habiter Paris, donc d'aller souvent au théâtre, voir des concerts. Et j'aime vraiment ça. C'est une grande partie de ma vie aussi, puisque j'ai quand même vécu plus de 20 ans avec un artiste. Donc, ça fait partie aussi de moi. Et finalement, ben voilà, j'ai pas eu d'enfants que j'ai su emmener dans mon monde. Ils sont tous partis dans un milieu artistique. Mais encore, une fois, je les accompagne comme je peux. Mais c'est ce que je disais. Il faut être ce qu'on est. Et si c'est leur façon de se réaliser, eh bien, ça me plaît. Et ce que j'aime, c'est que ils ont gardé quand même cette sensibilité avec la nature, avec les chevaux. Ils aiment pas du tout les monter, mais ils sont très heureux de vivre parmi eux et de vivre parmi la nature. La nature, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que l'homme se perd dans les villes et que revenir à l'élément essentiel des saisons, de la nature, c'est très important. Moi-même, quand je suis trop longtemps à Paris, je ne me sens plus bien. J'ai besoin de revenir sur la terre. Pour finir du coup sur le champ de Mars où ton événement est installé, j'ai appris il y a peu que Japlou avait fait ses adieux en 1991 sur ce même endroit et tu considères du coup cet endroit comme un terrain équestre. Ça a aussi favorisé le fait je sais pas, d'aller vers la mairie et de dire qu'il fallait vraiment ramener le cheval ici. En face de Absolument. l'école militaire, d'ailleurs, on imagine qu'il y a la Oui, gare encore une républicaine. fois, c'est une histoire de terre. C'est refaire parler cette terre. Parce que ça a été un champ de course, ça a été un champ d'entraînement pour les militaires. Et moi, j'ai été au jubilé de Japlou. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Je me suis pas dit à ce moment-là que j'allais organiser un événement, loin de là. Mais petit à petit, comme quoi les choses arrivent aussi et se font aussi au moment où elles doivent se faire. Ça aussi, c'est très important, je pense, dans la vie. Les choses ont un moment, ont un temps. Et
il faut pas être trop pressé. Ça arrive quand ça doit arriver. Et puis petit à petit, ça s'est imposé comme une évidence. Et là, il a fallu aller convaincre la mairie de Paris, convaincre beaucoup finalement tous les acteurs, encore une fois, ensemble, pas seulement la mairie de Paris, la mairie du 7e, les Amis du Champ de Mars, les espaces verts. Enfin, il y a beaucoup de monde à convaincre et à emmener avec nous pour faire cet événement. Et ensuite, Longines, tous les partenaires qui nous ont suivis depuis le début, puisqu'on a de la chance, on a des partenaires qui sont mais extrêmement fidèles et avec eux, on construit cet événement. Donc non, je suis très heureuse d'avoir eu la chance de pouvoir faire ça, mais je pense que j'applaudis d'ailleurs Pierre Durand qui est pas très loin, qui habite à Saint-Seurin, qui habite à Saint-Émilion, qui est vraiment pas loin d'ici, et le cheval était à Saint-Seurin-sur-l'Île, et qui est venu s'entraîner, qui est souvent ici et qui venait souvent, qui était venu voir mon père et et que je vois très souvent aussi, fait partie de l'histoire de ce concours. J'en profite pour dire on a sorti aujourd'hui même une interview avec Pierre Durand qu'on a contacté il y a quelques jours, que je trouve plutôt très intéressante. Donc, je vous invite à aller la voir. Je rebondis sur ton propos précédent. Tu parlais que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as un livre à conseiller à ceux qui nous regardent pour égayer leur confinement ou en tout cas peut-être faire un point sur leur vie ou autre? Alors j'en ai pas mal. J'ai un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Dans la forêt et qui raconte un peu ce qui pourrait se passer dans notre époque. Ça fait un petit peu peur, mais ça éveille pas mal les consciences. C'est une auteure américaine et j'ai oublié le nom malheureusement, mais je vous le donnerai, vous pourrez le poster. Et c'est un livre qui se lit comme un thriller et en même temps euh, qui, euh, qui parle de, du retour à la nature. J'ai fact-checké en direct. C'est Jane Eglund. Eglund? Absolument, D'accord. absolument. C'est Donc, une dans auteure la... américaine. Bravo. Je vous D'accord. encourage à le lire. Vous me Eh direz ben, ce que merci. vous en avez Oui. pensé. On va parler peut-être un peu plus de ta carrière sportive. Je vois, bon, Agathe, euh, vous avez une belle philosophie de vie. Olivier, le meilleur événement de la Terre. Super livre, belle vision dans ce livre. Bon, on a déjà des amateurs de ce livre. Je vois plusieurs questions donc à propos de ta carrière sportive dont tu as mis un terme en 2009. Comment ça se passe là? On va parler à Virginie, la sportive. Euh, c'est parce qu'on sent qu'on a aussi sa place ailleurs et qu'on peut apporter notre pierre dans d'autres manières. Comment ça se passe? Oui. Alors, je pense que le sport de haut niveau, ça prend tout. C'est tellement difficile. Il faut être à flux tendu tout le temps. Et c'est épuisant. Et pas seulement pour soi, pour ceux aussi qui vivent avec vous. Donc j'avais deux enfants. J'avais envie de prendre un peu de temps pour eux. Et puis j'avais envie de passer aussi vers la transmission. Et puis cette nouvelle vie qui était organisatrice d'événements. À l'époque, c'est Christophe Hameux qui vient me voir pour organiser les Gucci Masters, ce qu'on va appeler les Gucci Masters à Villepinte. Et donc, je lui dis, si je me lance là-dedans, j'arrête de monter. Et donc, j'ai bien réfléchi et j'ai arrêté. J'ai remis mes bottes au placard et j'ai plus jamais refait une compétition. J'avais pas envie de redescendre en fait. J'étais habituée à faire un certain niveau et je me voyais pas continuer à monter dans un niveau inférieur et la, la discipline, tout ce que demande le sport de haut niveau, j'étais un peu fatiguée honnêtement. Et après aussi, il y a toute la question financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller au haut niveau, il faut tellement d'argent, c'est tellement difficile, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, donc vous pouvez faire rien d'autre. Il faut aller chercher des propriétaires, financer ses chevaux, s'entraîner. Le circuit, c'est extrêmement difficile d'être dans le circuit. Donc, c'est une vie.
et j'avais envie d'une autre vie. D'accord. Voilà. Question d'Agathe, est-ce qu'il y a un cheval qui a vraiment marqué ta vie et avec qui tu as eu tes plus belles heures de gloire? Bah, je vais dire Joly de Neuville, avec lequel j'ai été championne des cavalières, mais je pense aussi à Orchestre, avec lequel j'ai fait mes premiers grands prix internationaux et avec lequel j'ai gagné mon premier grand prix international que j'ai vendu à McLean. Je pense à Jaliska que j'ai acheté à Pénélope Le Prévost, que j'ai monté, et puis c'est Steve Gerda qui l'a acheté après. Euh, Ça, c'est vraiment Socrate, qui est un cheval Ouais, voilà. merveilleux On nous dit que Socrate dans les Edwina, commentaires. Alexander a acheté, enfin Yann Tops à l'époque et qu'Edwina a monté longtemps. Donc j'ai eu la chance de croiser des chevaux fantastiques. Et à l'époque où j'étais avec Hubert Bourdi, on a évidemment fait beaucoup de commerce, mais j'ai monté aussi des très bons chevaux. Je pense aussi à Helios, un cheval avec lequel Hubert avait fait les championnats d'Europe et que Philippe Léoni avait acheté par la suite. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Donc tu as un véritable œil pour la détection. Je pense à Jan Top, ce qui montait à haut niveau aussi aux Pays-Bas. Est-ce que c'est nécessaire quand on organise un événement équestre d'avoir toute cette historique finalement qui permet de mieux appréhender les besoins de l'entièreté de l'événement? C'est sûr que j'ai une vraie vision globale. Parce qu'en étant cavalière, on sait ce qu'il faut pour que les chevaux soient bien, le bien-être des chevaux, le bien-être des cavaliers. Et puis, toute la partie aussi qui est extrêmement importante, c'est la partie partenaire. Savoir emmener, savoir faire partager sa passion. Et ça, je pense que je l'ai et j'aime. J'aime cette partie-là. Donc, j'ai la chance d'avoir des partenaires depuis le début qui me permettent de construire cet événement. Parce que si j'ai pas l'argent pour le faire, je peux pas le faire. Donc, il y a des partenaires institutionnels qui sont extrêmement importants, évidemment, mais aussi il y a toute la partie financement qui est très importante. En étant cavalière, finalement, en étant cavalier, on est des petits chefs d'entreprise parce que on est obligé d'avoir une vue globale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça a appris finalement à organiser un événement puisque vous êtes obligé d'avoir une vue globale. Vous êtes obligé de satisfaire le propriétaire ou le cavalier de haut niveau jusqu'au visiteur qui n'a jamais vu un cheval de sa vie. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que c'est de pouvoir encore une fois rassembler tout le monde et que tout le monde puisse trouver son bonheur. De petit garçon qui n'a jamais vu un cheval, qui vient d'une banlieue parisienne, jusqu'à un grand propriétaire ou un grand cavalier qui arrive des États-Unis, qui va découvrir un, un concours en plein milieu de la capitale qui est Paris. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir rassembler et de plaire à tout le monde. Et toute la côté artistique, culturel, c'est aussi une façon de nourrir notre filière, nos sports équestres, parce que le cheval, c'est aussi le spectacle, c'est aussi la musique, ce sont aussi les chevaux lourds, c'est aussi les petits gamins à poney. Ce n'est pas que du jumping. La route Eiffel, là, cette randonnée qu'on Oui. fait dans Paris qui est incroyable. Vous visitez les plus beaux monuments à cheval dans Paris, ou dans l'Île-de-France. Donc tout ça, ça me plaît. Ça me plaît de mélanger. Et donc, tout, tout ce que tu viens de nous dire, il y a combien de personnes à l'année qui travaillent sur ces projets, ces idées à trouver? On est on est une petite équipe. Alors il y a pas mal. Il y avait déjà du télétravail avant que ça commence. On est une petite équipe assez féminine, encore une fois. À part le régisseur qui avec son associé qui sont deux hommes. Sinon, il y a beaucoup de femmes. On doit être 6-8 à l'année ou en télétravail. Et, euh, et puis, évidemment, quand le gros Barnum du Longines Global Champions Tour arrive, on est presque une centaine, je pense, pour finir cet événement. Mais à l'année, on arrive à communiquer à l'année, on a cette newsletter, on arrive à avoir des valeurs que finalement on étire et
on défend, où on porte pendant toute l'année. Et à chaque fois, on se retrouve sur cet événement. Et j'aime bien ce côté d'histoire qu'on raconte. Et puis nous, on évolue, l'équipe, évolue. Ce sont des jeunes filles qui arrivent, qui sortent d'école, qui remplacent d'autres. Donc tout ça fait qu'il y a des idées qui germent. Et cette année, ben, pour moi, l'éco-responsabilité, c'était une des valeurs depuis le début de l'événement, mais on va vraiment pouvoir le mettre plus en exergue cette année. Et on a pas mal d'idées, donc j'espère qu'on pourra les mettre en action si cet événement peut avoir lieu fin août ou au mois de septembre. L'idée, c'est vraiment que l'événement ait lieu. J'ai vraiment envie de me battre pour pouvoir euh, garder ce rendez-vous et puis garder la pérennité de cet événement au sein de la capitale. Donc, si c'est d'une autre façon, on le fera d'une autre façon. L'idée de m'adapter, je trouve ça plutôt assez excitant. Ça, parce que on est obligé de réfléchir, on est obligé de trouver des nouvelles idées et c'est toujours dans l'adversité finalement qu'on arrive à rebondir, à trouver des idées intéressantes. Et puis finalement, ce sera un autre événement puisque il fera peut-être pas aussi chaud. Il y aura, enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Absolument. Et puis peut-être qu'il faudra qu'on soit tous à 1 mètre, et puis il faudra qu'on mette des masques, et il faudra. Mais tout ça, c'est pas grave. On trouvera des solutions. S'il y a la volonté de faire, et je pense que les gens seront heureux de venir à ce rendez-vous, on trouvera des solutions pour que les gens puissent venir. Donc, c'est vrai qu'on te connaît plus comme organisatrice de ce concours parisien. Le grand public a découvert il y a peu, je vois une question de Kat sur chez PETA. On a pu découvrir à travers cette vente que tu investissais dans des très bons chevaux. Euh, Est-ce que c'est au feeling, au coup de cœur avec un cheval? Est-ce que c'est une activité aussi que tu développes? Comment ça se J'ai passe? toujours acheté quelques chevaux. J'élève des chevaux et j'achète toujours des chevaux, quelques-uns chaque année. Évidemment, c'est au coup de cœur. Quand vous les élevez, ben, vous avez ce que vous avez. Hein. On les choisit pas, on les fait naître, donc on les reçoit. Et là, quand on les achète, évidemment, on les choisit. Donc c'est au coup de cœur. J'essaie d'acheter que des chevaux qui puissent faire du haut niveau. Nous sommes des fabricants de rêves. Quand j'achète un rêve aussi. Et Gepetto en a été un. Je l'ai découverte chez Céline Schönbrod de Azevedo. En allant chez eux, ils avaient acheté une jument chez moi et on l'avait à moitié. Donc j'ai été chez eux. Cette jument venait d'arriver. J'ai eu un coup de cœur. On l'a achetée à plusieurs, puisque là, dans ce cas-là, j'achète jamais toute seule. On est toujours à plusieurs pour acheter. Et puis, elle a fait une carrière incroyable avec Céline, vraiment magnifique. Et puis, à un moment donné, on a eu beaucoup d'offres, donc on s'est dit qu'on allait peut-être la vendre. Et, euh, et puis finalement, on a trouvé avec ce financement de Kevin une façon de, à la fois ramener Gepetto en France, courir sous les couleurs françaises, ce qui me fait quand même extrêmement plaisir puisque je suis française, même si j'aimais beaucoup Céline et que l'histoire, je l'ai faite avec elle, donc je n'oublierai jamais ça. Et la fidélité est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Quand on tricote une histoire, il faut jamais oublier d'où elle vient. Donc Céline et Felipe ont fait un énorme travail, son mari, pour amener cette jument au haut niveau. Puis il y a eu le temps où on a eu toutes ces offres et finalement le fonds d'investissement était parfait parce que la jument revenait en France, parce que c'était Kevin qui l'a montée et Kevin je le connais depuis longtemps. Donc encore une fois, je suis extrêmement heureuse de faire et de partager une histoire avec lui. Et je pense que cette jument va pouvoir continuer à nous faire vivre des choses incroyables. L'année dernière, Céline a la carte de une wild card distribuée par la FEI pour venir monter au Longines Paris Eiffel Jumping. Elle est complètement outsider et elle est deuxième du Grand Prix du Longines Global Champions Tour. C'était incroyable, c'était merveilleux. Ça n'a pas de prix. Et donc voilà, là cette jument est revenue en France. On va voir, l'histoire va s'écrire maintenant avec Kevin. Et ce que je vous disais, il y a toujours le temps des choses.
Et j'attends avec impatience cette histoire, de vivre cette histoire. C'est vrai qu'on l'avait interviewée juste avant la vente et elle nous rappelait cette deuxième place à domicile finalement en disant parce que justement il y avait Virginie qui était présente et c'était son concours. Ouais, absolument. C'était très, très émotionnel. C'était incroyable. Donc ça, c'est des souvenirs fantastiques. Et bah, j'espère qu'elle va revenir au Longines Paris Eiffel Jumping avec Kevin. Oui, Pourquoi pas, puisque c'est ce qui devrait se passer là maintenant. Donc l'histoire va continuer. je vois Pierre-Louis qui demande est-ce que vous prenez des propriétaires au sein de votre structure en Aquitaine, Alors en j'ai Nouvelle. quelques propriétaires, mais j'ai pas beaucoup de place parce que tous mes chevaux d'élevage me prennent toute la place et tout le temps. Mais j'ai quelques propriétaires, oui. Donc il faut D'accord. s'y prendre vraiment à l'avance parce que nous avons peu de place et je veux pas être dépassée par le nombre de chevaux et je veux qu'on puisse vraiment bien s'en occuper. J'aime que les chevaux se sentent bien et soient heureux. Je pense qu'ici ils ont la chance de pouvoir aller auprès, d'être sortis tous les jours en extérieur, pas seulement faire de la carrière. Donc je le fais et quand je peux le faire, je le fais avec grand plaisir. D'accord. Question d'Agathe, aimeriez-vous organiser des événements à l'étranger? C'est vrai qu'on voit deux cas de figure, soit des organisateurs qui font une sorte de circuit, ou en tout cas qui multiplient, soit des personnes qui organisent, qui misent tout sur un événement annuel. Quelle est ta stratégie? Alors moi, j'ai pas la folie des grandeurs. C'est pas ce que c'est pas un reproche du tout, hein, Oui, chacun ça. mais je l'ai eu puisque je me suis lancée, je voulais aller faire un concours sur la place Rouge à Moscou. J'ai fini par avoir l'autorisation, j'ai été là-bas. Et puis finalement, je trouve que c'est trop compliqué. Non, je crois pas que j'irai à l'étranger. Je pense que j'ai besoin d'avoir de me sentir d'avoir une espèce de légitimité pour avoir cette motivation. Chacun a une motivation différente. Moi, j'ai besoin que ça me parle. Peut-être qu'un jour faire un concours à Bordeaux parce que c'est ma ville, ou mais aller faire un concours, organiser un concours pour organiser un concours, j'en ai pas l'envie et j'en ai pas le besoin. Mon bonheur est finalement ici, au milieu de la nature et des chevaux. Et c'est vrai que quand j'entreprends et que quand on organise et qu'on peut faire partager ça à tous, parce que c'est ça qui est important aussi. J'aime bien le Paris Eiffel, il est ouvert à tous. Il y a tout ce côté gratuit qui me plaît énormément. Et ce mélange, encore une fois. Donc là, j'ai vraiment la chance de pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment un événement qui colle à mes valeurs. Est-ce que j'arriverai à faire ça à l'étranger? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que absolument non, mais je ne dirais pas oui, aujourd'hui en tout cas. Et tu ne vas pas être embêté avec le palais, le grand palais éphémère qui va se monter. C'est pas au même endroit que la structure va Si, se mettre jusqu'en 2024? c'est absolument au même endroit. Donc, il va falloir nous trouvions une façon soit de s'installer dans le Grand Palais, soit de trouver une autre place dans la ville. J'ai déjà discuté avec la ville de Paris et ils sont très attachés à cet événement. C'est un rendez-vous parisien et aussi tout ce côté gratuit, accessible à tous qui plaît énormément. Donc on trouvera une solution et c'est certain pour l'année 2021, on aura j'aimerais rester à peu près dans le même endroit pour garder cette identité avec la Tour Eiffel. On se rappelle d'une édition à Bagatelle Oui, qui était pour le coup très verte. Je me très très rappelle. vert. Oui, Oui, très c'était verte. C'était beau d'ailleurs, mais c'était très. très différent. Oui, Je pense que là, c'était le football. Quand il y a du football, vous savez, on est, on on n'a s'écarte. plus de place. Il y a plus de place, quoi. Le foot, c'est le foot. Donc, encore une fois, il faut savoir s'adapter. Donc là, on s'est adapté. Et s'il faut s'adapter, on se réadaptera. Mais quand même, l'idée, c'est de rester près de la Tour Eiffel. D'accord. On peut Une pas autre question. s'éloigner trop d'arrière grand-papa quand même. Ou alors Je, pas trop longtemps. oui.
Je vois une autre question d'Agathe qui est à fond tous les soirs. Est-ce que vous avez des cavaliers qui sont vraiment... Qui sont les cavaliers les plus fidèles à votre concours, qui deviennent peut-être des conseillers techniques ou des... Alors, j'ai des cavaliers français des cavalières comme Pénélope Le Prévost, qui a été, et Eden d'ailleurs, sa fille, qui ont été euh, très présents sur mon concours. Je sais même, je suis en train de réfléchir s'il y a une date où ils n'étaient pas là. Je pense que Kevin, qui a gagné d'ailleurs le premier Grand Prix, Kevin Stott était aussi un des grands habitués. Simon Deleste, Bosti, Philippe Rosier aussi, qui est souvent nous aide beaucoup dans la communication quand on fait des petites opérations. Il est toujours à mes côtés. Pénélope aussi a joué beaucoup le jeu. Enfin, tous les cavaliers français ont joué le jeu. Patrice Delaveau. Je pense que dans les étrangers, Marcus Henning a été beaucoup présent. Est-ce qu'il a loupé une édition? J'ai pas regardé, mais je pense qu'il a été là très souvent. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme on a de la chance hein, parce qu'on a vraiment un plateau incroyable à chaque fois pendant ce Paris Eiffel. Je pense que les Américains aussi. J'ai des Jessica Springsteen. Je ne sais pas si elle a loupé une édition ou si elle a été là toutes les éditions. Voilà à peu près. D'accord. J'ai fait une parité entre les cavaliers et les cavalières. C'est vrai que tous les soirs, on essaie de donner la parole à tout cet écosystème finalement, parce qu'on voit très souvent les cavaliers, mais on s'imagine pas qu'il y a autant de métiers, de branches derrière, donc on essaie de faire parler tout ce monde. Et il y a une question qui revient tout le temps, qui est assez drôle. Quelle est la pire bourde? On a eu la pire bourde de la groom de Philippe Rosier, justement. Est-ce qu'il y a une bourde d'organisateur? On n'a pas branché la lumière, on n'a pas. On Qu'est-ce qui a t'agace oublié encore? le trophée. Ah, Ça, oui, ça peut être c'est-à-dire, une vous avez bourde. la remise des prix, vous êtes à la remise des prix et on attend. Qu'est-ce qui se passe? On ne trouve plus le trophée. La salle dans laquelle est le trophée est fermée à clé, on ne sait plus où est la clé. Ça m'est arrivé à une édition du Longines Paris Eiffel Jumping. Je ne sais plus quel trophée j'attendais à la remise des prix. Ça, je ne comprenais pas pourquoi on attendait. Et en fait, on cherchait le trophée, la grande, grande coupe qui était fermée à clé. Ils l'ont retrouvé, hein, mais c'était quand même long. Quand vous avez votre partenaire à côté, les cavaliers qui sont dans le couloir, qui sont prêts à rentrer, c'est un petit peu long. Oui, c'est vrai que c'est propre à tout type d'événement, mais on a Yannick Bichon qui était avec nous samedi et qui nous disait, eh ben, moi, si d'un coup j'ai plus de voix, il n'y a pas de plan B. Les organisateurs n'ont pas un speaker de secours. Il y a énormément de paramètres à penser et c'est incroyablement complexe. Oui, il faut penser à tous les détails. Alors, c'est vrai que quand on arrive à la 7e édition, c'est plus facile que quand c'est la première. La première, je peux vous dire que c'était difficile, hein. Ouh là 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 là. C'est-à-dire qu'on se demande même si ça va, si ça va sortir du sol, si on va être prêt pour le début de l'événement. C'est ça qui était difficile. Mais non, là aujourd'hui, on a quand même une équipe assez rodée avec l'équipe du Longines Global Champions Tour qui, pour le coup, font des étapes partout dans le monde. Donc, euh, les équipes sont rodées et finalement, l'événementiel, ce n'est que ça. C'est-à-dire, ce n'est que réagir par rapport à des bourdes. C'est-à-dire qu'il n'y a que des problèmes. Donc, il faut savoir résoudre les problèmes. C'est- 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 en fait, c'est un travail comme un autre, quoi. Vous prenez le pli et puis vous les enchaînez, vous les réglez, ça continue. Voilà. Justement, en parlant d'événements, on a une question de Kevin. Est-ce que vous seriez prête à conseiller une jeune équipe d'organisateurs? Est-ce que tu Bien fais sûr, du conseil, du consulting? bien sûr. Bien sûr, je pense que la transmission et encore une fois le partage, c'est extrêmement important, bien sûr. On essaie de conseiller avec grand plaisir qu'ils nous écrivent et on essaiera de le conseiller. Bah, très bien. Andreas fera un plaisir de le conseiller. On n'a plus que 10 petites minutes ensemble, parce que les lives se coupent au bout d'une heure, malheureusement. Euh,
une question de Manon. On a justement interviewé Pierre Durand, Philippe Lejeune il y a peu, et ils se rejoignent sur le fait que on est entré dans un système sport à paillettes et qui pour eux, fort heureusement, va un peu exploser à cause de cette période. En tout cas, on va revenir à des concours centraux comme les Coupes des Nations et ainsi de suite. Comment on passe d'un événement sport à paillettes, d'un événement où on amène du show dans le jumping, mais où la base, c'est le cheval et le sport. Où est cette frontière finalement? Pour moi, la frontière, c'est la passion du cheval. Donc, c'est faire partager aux gens la passion de l'équitation, la passion même au-delà de l'équitation du cheval, de l'animal. Donc, à chaque fois, c'est cette question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et pour emmener les gens, pour les rendre curieux, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont envie de pratiquer notre sport, qui ont envie de supporter nos cavaliers. Et donc l'idée, c'est pas de faire du show. Pour moi, c'est pas de faire du show à paillettes, c'est donner du contenu. C'est-à-dire que chacun, ce que je disais tout à l'heure, chacun puisse trouver un intérêt dans l'événement, sans être obligé d'être un passionné de sport équestre, sans être obligé de connaître tous les cavaliers. Donc c'est d'amener des nouvelles personnes qui vont être curieuses, qui vont avoir envie de découvrir. C'est plus une expérience et la découverte d'un monde. C'est ça qui est important. Et si vous pouvez le faire découvrir avec des chevaux lourds comme on fait sur la piste entre deux épreuves. On peut le faire découvrir avec des poneys. On peut le faire découvrir avec des spectacles équestres, mais comme on peut le faire découvrir avec du sport de haut niveau. Si j'avais le temps, je mettrais bien d'autres sports à l'honneur comme le dressage, tous les autres sports équestres. Après, c'est une question de timing aussi dans la journée de faire tout tenir parce qu'on n'a pas de lumière. Mais c'est vrai que l'idée, c'est ça. C'est de dire quelle passion nous anime. Finalement, c'est l'amour des chevaux. Donc, il faut essayer de partager ça et d'attirer les gens vers notre passion. D'accord. On a Léa Robin qui dit que le trophée bloqué, c'était lors de la remise des prix de la Gucci Gold Cup en 2014 et qu'elle s'en souvient encore. Donc, vous voyez, je ne raconte Ouais. pas de bêtises. Hein. Léa travaillait avec nous, exact. D'accord. Coucou Léa. Je vois une question de Vincent qui nous demande si tu peux justifier le choix de la personne qui a fait l'affiche cette année. Chaque année, c'est un artiste différent, c'est ça? Absolument. Alors l'affiche, elle n'a pas été encore dévoilée, donc c'est le Bon, sceau du Vincent est dans la secret. confidence peut-être. Attention. Alors cette année, avant, on a choisi une jeune artiste et pour mettre en avant la terre, l'éco-responsabilité. D'accord. Donc tout tourne autour de la terre, de la nature et des chevaux, bien évidemment. Donc vous allez découvrir ça et vous allez découvrir son nom bientôt. Si je révèle ça, je vais me faire engueuler par la directrice de la communication. Donc ça va être Bon. bientôt, je pense. Dès Mais dès que nous on a un bon savons indice. les dates, on va révéler Aussi. l'affiche. Oui, On peut pas révéler une affiche sans date. C'est ça notre problème. c'est sûr. Mais elle est prête, hein. Elle est très Ouais, jolie. bon, on a hâte. Une autre question de Manon qui fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure sur la première édition qui est un peu euh, finalement il n'y a rien de matériel, on ne se rend pas encore compte d'où comment seront les tribunes et ainsi de suite et du coup c'est peut-être ça aussi qui est angoissant. Qu'est-ce qui avait été le plus compliqué lors de cette première édition? C'était de monter toutes les plateformes parce que à la fois les tribunes qui sont sur des fontaines et la plateforme hospitalité puisqu'on héberge 2 restaurants éphémères qui était extrêmement compliqué aussi puisqu'il passe par-dessus une balustrade et qui enjambe le toit qui, à l'époque, n'enjambait pas mais entourait la statue du maréchal Juin. Merci beaucoup Virginie, il doit nous rester C'était 10 un secondes avant que ça plaisir. coupe.